souhaite la bienvenue pour participer à ce débat d'experts intitulé « Investissement impact, concilier sens et responsabilité ». Je présente tout de suite les deux invités qui vont échanger avec vous dans le public et vous, internautes qui nous regardez. Pendant 60 minutes, nous allons échanger avec Lydie Crépé. Vous êtes responsable développement des ressources au sein de la Fédération Habitat et Humanisme. Et à vos côtés, Benoît Magnier, président de Go Épargne Entreprise. Justement donc, vos questions sont les bienvenues dans le public ici présent à la Cité internationale des Congrès, grâce au micro qui est ici. Voilà, on ouvrira une fenêtre d'échange à la fin de notre session. Et puis vous, internautes, vous pouvez poster bien sûr tous vos messages, toutes vos contributions en vous connectant à l'application Patrimonia ou sur patrimonia.fr. Vous créez votre compte sur l'espace visiteur. Vous prenez ensuite la direction du programme et vous cliquez sur la session en cours, 14h-15h, investissement impact, concilier sens et responsabilité. Et rentabilité, pardon. Il y a aussi de la responsabilité dans l'histoire. Il vous suffit ensuite, une fois que vous êtes connecté à la session en cours, à appuyer sur Play et à cliquer sur l'onglet questions qui s'affiche à droite de votre écran. Et là, vous pourrez poster toutes vos contributions. On les attend évidemment et on ouvrira donc une fenêtre d'échange, comme je le disais, en fin de discussion. Et on va commencer tout d'abord, évidemment, en toute logique, par faire mieux connaissance avec vous et votre secteur d'activité. On commence avec vous d'abord, Lydie Crépé. Qui êtes-vous ? Donc déjà, bonjour à toutes et à tous, et puis merci de votre présence et de votre intérêt. Qui je suis Parlez bien près du micro. Je parle très près du micro. Je travaille donc, je suis salarié chez Habitat Humanisme, en charge du développement des ressources, et notamment des ressources d'investissement et d'épargne solidaire. Après quelques 20 années dans la finance classique, dans une grande banque à réseau. Voilà. Et Habitat Humanisme, donc, c'est une association qui a été créée ici, à Lyon, il y a 35 ans, par Bernard Devers, promoteur immobilier et prêtre. Donc, qui est toujours actuellement notre président. On a 3 branches d'activité, 3 branches d'action. Historiquement, on est dans le logement très social, avec plus de 8000 logements sur l'ensemble du territoire, plus précisément dans les métropoles et là où il y a notamment des problématiques de logement. On a aussi une branche soins avec 46 EHPAD et on fait aussi de l'accueil pour les migrants avec des centres d'accueil. Voilà, donc ça c'est nos 3 branches, et ce qui réunit ces personnes qui sont nos bénéficiaires, nos locataires, les personnes qu'on accueille, c'est la fragilité. Et notre mission, c'est de les accompagner pour arriver à un meilleur, à une réinsertion. Donc notre mission, c'est vraiment de faire de la réinsertion par le logement en accompagnant toutes ces personnes. Aujourd'hui, Habitat Humanisme, c'est 56 associations réunies sur l'ensemble du territoire, 5000 bénévoles. C'est pratiquement la moitié des bénévoles qui sont avec nous sont là pour faire de l'accompagnement. C'est ce qui nous permet d'être aussi présents. 1500 salariés. Et puis, parlons d'impact, parce qu'on est aussi pour parler de ça. Depuis le départ de l'association, donc je vous l'ai dit il y a 35 ans, c'est 24 000 familles qu'on a accompagnées. Alors quand on dit famille, là-dedans, il y a aussi beaucoup de personnes seules. Tous les ans, 1800 nouvelles familles, puisqu'on est sur une dynamique d'accompagner pour réinsérer, donc des gens qui puissent repartir après dans un parcours résidentiel plus classique, dans une réinsertion vers l'emploi. Et peut-être pour terminer, pourquoi est-ce qu'on est ici ? Parce que pour faire tout ça, et vous le comprenez tous, il faut, pour être présent avec plus de 4000 logements qui nous appartiennent en propre, il faut des moyens, et on a 2 foncières qui permettent, via l'investissement solidaire, de pouvoir avoir l'ensemble de ce parc immobilier. Et notamment la foncière EHD est une foncière qui s'adresse à vous, conseillers en gestion de patrimoine, d'où notre présence ici à Patrimonia. Merci Lydie Crépé. Même question, même punition pour vous. Benoît Magnier, présentez-vous. Qui je suis ? Alors, donc je suis Benoît Magnier. Moi, j'ai une carrière également d'à peu près 25 ans, plutôt dans la banque d'investissement, société de gestion. Et puis depuis presque 20 ans, en tant qu'entrepreneur, ça commence à faire pas mal de temps. Mais non, vous ne les faites pas. Merci, c'est gentil. Voilà, entrepreneur dans la finance plutôt, dans le conseil, la partie gestion d'actifs. Voilà. Et je suis aujourd'hui ici dans le cadre de Go Épargne Entreprise. Donc, c'est une société qui a été créée il
il y a assez peu de temps, il y a un peu plus d'un an maintenant, et qui est très impliqué sur le développement durable. Voilà pourquoi on est présent à cet atelier. Donc l'épargne salariale, vous connaissez peut-être un petit peu, c'est quelque chose qui date d'il y a pas mal de temps, puisque ça avait été créé à l'époque par le général de Gaulle, 67. Donc ça fait quelques dizaines d'années. Et en quelques dizaines d'années, disons qu'il y a, selon notre avis, c'est pour ça qu'on a créé Go Épargne Entreprise, il n'y a pas grand-chose qui a évolué. C'est un marché qui a pas su, à notre avis, évoluer avec les nouvelles tendances du marché aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi on a créé cette structure-là. Également, c'est qu'aujourd'hui, on constate, ça c'est les chiffres, qu'il y a un taux d'équipement chez les PME qui est assez faible. Alors il est plutôt très élevé dans les toutes petites entreprises, des entreprises que vous, CGP, vous connaissez bien, quand il y a 2 personnes, généralement, où les personnes ont bien compris l'avantage fiscal de l'épargne salariale, puisqu'on peut quand même mettre en intéressement et participation jusqu'à 70 000 euros par an par personne, ce qui est quand même beaucoup. Donc les petits holdings l'ont bien compris, les grandes boîtes du CAC 40 l'ont bien compris aussi, avec des plans d'actionnariat salarié, et assez paradoxalement, les plus petites entreprises, quelques dizaines, quelques centaines d'entreprises, sont assez mal équipées. Donc nous, on a monté un produit pour répondre à ce besoin-là, pour avoir une proximité, bien entendu, auprès des entreprises. Et puis, parce qu'on est effectivement on essaye d'être particulièrement engagé sur le sujet de l'investissement responsable, de l'investissement durable, de l'impact et bien sûr du solidaire. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà pour ce tour de table des présentations. Rentrons dans le vif du sujet et apportons des éléments de définition peut-être concernant ce qu'on entend par investissement à impact. Plus encore, je dirais que la finance verte, l'investissement à impact souffre d'un manque de définition claire. Et quelle serait votre définition à vous, Lydie Crépé ? Alors, l'investissement à impact, moi je le définirais pour être assez simple, c'est un investissement qui rapporte 2 fois. Donc vous avez un rendement financier et à côté de ça, vous avez un rendement qu'on peut appeler social. Et si je suis très concret, quand je décide d'investir dans un fonds à impact, dans quelque chose à impact, je vais aider une personne, par exemple, privée de logement, à retrouver un logement, une personne éloignée de l'emploi à s'en rapprocher. C'est des causes sociales, vous avez aussi de l'environnemental, du sociétal, du local. Donc c'est un investissement qui effectivement a un double rendement, qui allie financier et sens. Mmh. Il s'adresse à des gens qui cherchent effectivement à retrouver un peu de sens dans le placement de leur argent, à retrouver aussi du concret, à connaître l'utilité, quelque chose qui est respectueux de l'homme, de la planète. Donc ça, c'est un élément qui me semble important. Il faut se dire aussi qu'est-ce qu'on appelle investissement impact. Il faut qu'il y ait, alors plus que c'est de l'impact, qu'il y ait vraiment une intention d'impact, c'est-à-dire qu'on puisse voir dans ce dans quoi on investit, qu'on veut faire de l'impact et qu'on puisse, même au-delà de le voir, le mesurer. Et quand on dit investissement à impact, à côté, vous avez forcément une capacité à mesurer cet impact et à le montrer, à le démontrer. C'est pas que de l'affichage, il y a réellement derrière une capacité à montrer de l'impact. Voilà, on en reparlera peut-être un peu plus de la partie mesure d'impact. Peut-être sur les définitions aussi, parce que c'est souvent des questions qu'on se pose. On parle là maintenant d'investissement à impact. À l'intérieur de cet investissement à impact, il y a un petit compartiment qui en fait partie, qui est encore un peu plus exigeant, qu'on appelle la finance solidaire. La finance solidaire, c'est de l'impact, mais avec des critères d'exigence plus forts, vraiment tournés 100% vers l'impact. Et dernière chose que je trouve important à se dire quand on définit ça, c'est que la finance solidaire, si vous avez regardé un peu les chiffres, c'est 15 milliards d'euros aujourd'hui, ça a progressé en 2019 de 24%. Donc c'est des progressions qui sont importantes. Ça fait 18 ans qu'elles ne cessent de se développer. Donc ça, c'est pour nous vraiment un élément d'optimisme. C'est que de plus en plus de gens ont envie d'y avoir accès, de placer de façon utile et responsable. Et c'est plutôt positif. Vous avez d'autres chiffres, notamment sur la finance solidaire ? Alors sur la finance solidaire, peut-être qu'on peut se dire que sur les 15 milliards... Parlez bien près du micro. En face du micro, oui.
Sur les 15 milliards, on en a une bonne partie qui sont sur de l'épargne salariale. Et là, je laisserai Benoît en parler plus. Autrement, vous avez tout ce qui est épargne solidaire, qui doit faire 2 à 3 milliards à l'intérieur. Et enfin, l'investissement direct au capital des structures solidaires, comme par exemple, on peut le faire dans une foncière d'Habitat Humanisme. C'est 156 produits labellisés, donc voilà, différents produits, très divers, très variés. Chacun peut y trouver ce qu'il a envie d'y trouver, que ce soit la cause qu'on soutient, le type de produit. Donc voilà, c'est un univers intéressant à découvrir mieux. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que Habitat Humanisme avait, je crois, plus de 30 ans d'existence. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu pionnier en matière d'investissement à impact social ? Tout à fait, on peut dire que, comme on disait la prose, là, qu'on a fait de l'impact avant qu'on parle de l'investissement à impact, puisque finalement, si vous investissez dans une foncière d'Habitat Humanisme, vous investissez 1 000 euros. 1 000 euros vont directement chez Habitat Humanisme pour faire des fonds propres de nos projets. C'est de l'impact très très concret. Vous participez directement à ça. Et la première foncière d'Habitat Humanisme, elle a 30 ans, donc effectivement, c'était il y a déjà quelques années. Benoît Magnier, et vous, quelle est votre vision de la finance à impact sur les placements et particulièrement sur l'épargne salariale ? Oui, alors elle est peut-être un peu effectivement différente parce que peut-être un peu plus globale. Donc l'investissement à impact, l'investissement lié au développement durable, c'est quelque chose qui est à la mode. On en parle de plus en plus. Nous, on a commencé à traiter ce sujet il y a 20 ans et on ramait beaucoup à contre-courant. Aujourd'hui, le courant est plus porteur, tant mieux. Mais voilà, c'est un marché qui, en France, on parlait de chiffres d'actifs, c'est à peu près 300 milliards d'euros en France. Donc ça commence à être non négligeable. Ça a doublé en 1 an. Donc ça, c'est vraiment sur une tendance positive, comme sur la partie solidaire. Sauf que sur le développement durable, les choses sont un peu plus floues. Solidaire, c'est des produits qui sont labellisés, donc il y a quelqu'un quand même qui donne un tampon et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, ça va peut-être être un peu moins vrai demain, mais aujourd'hui, on peut tous faire de l'ISR et tous faire du développement durable, puisque c'est vraiment quelque chose qui est... chacun il fait un peu ce qu'il a envie. On peut très bien dire qu'on fait du développement durable sans vraiment le faire. Donc il y a effectivement un peu de greenwashing dans ce marché-là. Et assez paradoxalement, puisque vous m'interrogez sur l'épargne salariale a été assez pionnier justement sur ces plateformes-là. Le solidaire, mais également sur le développement durable, tout simplement parce que dans l'épargne salariale, c'est fait dans le cadre d'une entreprise. Et dans le cadre d'une entreprise, il y a des partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux se sont intéressés très rapidement à autre chose que la rentabilité financière des entreprises. C'était intéressant, mais il n'y a pas que ça. Donc, dès le début de l'épargne salariale, les partenaires sociaux se sont intéressés à la chose. Et encore plus au début des années 2000, quand il y a eu la loi Fillon qui a été votée avec la création du PERCO, qui était le volet un peu retraite de l'épargne salariale, où là, quand on épargne non plus pour 5 ans, mais pour sa retraite, ça a encore plus de sens. Parce que sur 5 ans, on sait qu'on a assez peu d'impact, il faut vite rentrer, vite sortir, et donc on ne peut pas faire grand-chose. Sur la retraite, c'était un peu différent. Donc finalement, l'épargne salariale a été assez moteur là-dedans. Et quand on avait commencé justement dans les débuts des années 2000, il y avait quelques acteurs qui étaient très moteurs sur ce sujet-là. Bien entendu, Habitat et Humanisme sur ces sujets-là qui faisait de ces sujets-là, tel M. Jourdain. Et il y avait à peu près une vingtaine de sociétés de gestion qui étaient très en pointe là-dedans. Aujourd'hui, tout le monde en fait. On peut presque dire qu'il y a une vingtaine de sociétés de gestion qui ne proposent plus des produits à impact ou des produits liés au développement durable. Tout le monde en fait. Voilà. Malgré tout, il faut voir aussi que... il y a une vraie volonté aussi de souscription, parce que dans les réseaux, ça peut être poussé, qu'il n'y a pas forcément les gens qui ont envie. Le solidaire, alors ça, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant dans l'épargne salariale. Ça s'est développé par le nombre de produits. Ça s'est développé aussi parce que c'est obligatoire dans l'épargne salariale. Voilà. Pour avoir un PE, aujourd'hui, vous devez proposer, quand vous êtes une entreprise, obligatoirement un fonds solidaire. Alors, il y a eu des belles initiatives qui ont permis de lever beaucoup d'argent.
Et puis, il y en a dans beaucoup de dispositifs, on mettait le fonds un peu à côté, on communiquait pas trop dessus, on savait pas trop d'ailleurs ce que c'était que l'ISR. Et puis d'ailleurs, à l'époque, les taux étaient beaucoup plus élevés, donc d'avoir des rendements assez bas, ça intéressait pas grand monde, quoi. Les gens cherchaient quand même cherchaient du rendement. Voilà. La chose qui a changé, nous on l'a vu, c'est la COP21, vraiment, qui a changé vraiment les choses, au moins au niveau de la psychologie des gens, où il y a eu vraiment un shift. Les gens ont vraiment pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour la planète, qu'il fallait être plus solidaire, plus... Voilà. Bon, franchement, nous on a vraiment vu quelque chose qui s'est passé dans la tête des investisseurs. Alors bien entendu, le rendement financier est toujours important, mais ce rendement solidaire, ce rendement durable, ce rendement impact prend de plus en plus de sens. Et on peut dire aussi que la baisse des taux a quand même bien aidé tout ça. C'est qu'aujourd'hui, l'argent ne rémunère plus. Le monétaire est quasiment à zéro, un peu même en dessous. Les taux des obligations sont très très bas. Donc aujourd'hui, ça a aidé. Je pense que les taux obligataires ont baissé. Voilà. Alors, sur la partie épargne salariale pure, c'est assez particulier parce que vous, CGP, vous vendez de l'épargne salariale, mais je pense que ce n'est pas le gros de votre business. Vous vendez aussi des solutions de placement à vos clients. Donc, les clients, ils viennent sur le développement durable. S'ils ont envie de venir, vous les poussez peut-être un peu, mais c'est une décision qui est vraiment volontaire de leur part. Dans l'épargne salariale, c'est un peu particulier parce que le salarié lambda, il reçoit de l'argent et il doit le placer. On le force en fait à placer. C'est un peu particulier. Donc dans l'échelle du retail, on est vraiment au plus bas. Parce que dans une agence bancaire lambda, quand vous poussez la porte d'une agence bancaire pour aller faire des placements, vous avez une volonté quand même d'aller faire des placements. Là, on pousse tout le monde à faire des placements. Donc c'est un peu particulier. Donc on a une clientèle qui est très particulier. Donc dans l'épargne salariale, oui, il y a de l'ISR. Il y en a beaucoup à cause justement des syndicats. Il y a un peu de solidaire en termes de volume. Et il y a surtout aussi le démarrage des thématiques. Donc le thématique, c'est aussi voir l'ISR d'une autre façon. C'est d'investir sur les boîtes qui vont bénéficier de l'essor du développement durable par leur technologie, par leurs produits, etc. Voilà. Dans l'épargne salariale, c'est à peu près 35% à peu près les ordres de grandeur dans l'ISR. Donc c'est ce qui est pas nul. Voilà. Pour ce panorama global. Alors après ce panorama, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Comment, chez GoEpargne, vous faites pour intégrer impact social et développement durable dans votre gestion financière ? Alors, c'est une bonne question, mais on ne le fait pas que dans la gestion financière. C'est ça qui est intéressant. Donc, on le fait dans la gestion financière. Donc nous, notre offre, elle est assez particulière. Vous connaissez sûrement certains acteurs de l'épargne salariale. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup moins d'acteurs dans l'épargne salariale que dans la gestion de fonds traditionnels. Donc, on fait vite le tour. Et puis, surtout, nous, on a été créé il y a 3 ans. Donc, on est le petit poussé pour l'instant. Voilà. Par contre, point important, c'est que nous, on a vraiment une vocation de diffuser le développement durable dans toute notre offre. C'est vraiment important. Donc, on n'a pas un fonds ISR, un fonds solidaire et puis le reste. On a vraiment envie de développer le développement durable dans toute notre offre. Alors, notre offre, elle est assez simple. Elle va un peu à l'encontre de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le marché. C'est-à-dire qu'on n'a que 3 fonds. Volontairement, on a limité les choses à 3 fonds. La tendance est plutôt, et vous, c'est ce que vous connaissez, des offres assez pléthoriques, vous faites votre marché là-dedans, il y a même aujourd'hui des robots qui permettent d'allouer tout ça. Voilà, nous, on est convaincus que dès que l'entreprise est un peu structurée, plusieurs salariés, on a besoin d'avoir une offre très très simple. Les salariés ne souhaitent pas s'investir là-dedans, 65% de l'épargne salariale, c'est sur du monétaire. Le patron, le DRH, ne veut pas non plus conseiller à ses salariés, et même vous, CGPI, vous n'avez pas le droit de conseiller les salariés d'une entreprise, ou alors il faut signer un mandat avec chacun des salariés des entreprises. C'est très important, voire même le patron, pour qu'il puisse lui-même conseiller à ces entreprises. Donc on a 3 choses qui est très simple, très branchées sur le développement durable, je vais venir, mais les choses qu'on fait aussi à côté, c'est que nous-mêmes, parce qu'on nous le pose souvent, on nous dit c'est très bien d'être comme ça, mais qu'est-ce que vous faites vous en tant qu'entreprise ? Donc, nous, on a pris la décision de se faire labelliser, enfin de se faire noter plutôt. Donc, on s'est fait noter par une boîte qui s'appelle Positive Workplace et qui a la particularité, nous, ce qui nous a qu'on a bien apprécié, c'est qu'ils vont justement nous analyser, non pas parce qu'on leur dit, mais en allant interroger nos clients et nos fournisseurs.
Donc ils vont faire des sondages pour voir comment nous on se comporte, et c'est ça qui est intéressant. Donc on a été noté 2 étoiles sur 3 étoiles, ce qui montre un niveau d'engagement très fort dans notre entreprise. Et puis c'est aussi le contrat d'intéressement. Donc nous, c'est le contrat d'intéressement, c'est le cœur de la machine, si je puis dire. Et ça, on a développé un contrat d'intéressement responsable, donc avec des critères qui intègrent des sujets de développement durable. Alors on peut inventer, en mettre beaucoup. Seule chose, c'est qu'il faut que ça soit, qu'on puisse matérialiser ça soit concret, ça soit des chiffres, et qu'il ne puisse pas y avoir d'interprétation sur ces chiffres-là. Mais voilà, il n'y a pas que le résultat net qu'on peut mettre dans un contrat d'intéressement, ou le chiffre d'affaires, ou le développement du chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de critères qui sont liés au développement durable. Voilà. Après, nous, on a aussi au sein de notre structure un conseil d'administration avec beaucoup de membres indépendants qui nous permettent d'avoir une vision stratégique de l'entreprise, pas uniquement avec les hommes qui la forment. Alors, sur la partie gestion financière, parce que ça, je sais que ça vous intéresse. Donc, nous, effectivement, on fait de la notation ESG, on fait de la notation carbone, on fait tout ça. Mais ça, vous le savez très bien quand vous dites à vos clients qu'on est 6,5 sur 10 en ESG. Personne ne comprend, on ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. Même la notation carbone, où on a l'impression qu'on a un peu plus d'impact, mais quand on dit moi j'émets 100 millions de tonnes de carbone, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond? On n'arrive pas du tout à matérialiser ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est creusé vraiment la tête là-dessus, et qu'on a essayé de développer des choses un peu qui sont un peu plus matérialisables, notamment la gestion thématique avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Là, on arrive vraiment sur chaque entreprise à déterminer le pourcentage de son chiffre d'affaires éclaté sur ces 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et puis même, on fait des choses qui sont beaucoup plus subtiles, parce qu'il faut quand même, malgré tout, avoir du rendement avec peu de risques. C'est ce qu'on veut dans l'épargne salariale. Notamment, on va acheter de la prime de risque ISR, c'est-à-dire on achète des portefeuilles d'entreprises qui sont plutôt bien notées sur l'ESG, et après, on va couvrir le risque de marché, le bêta de marché, en shortant du futur, ce qui nous permettra juste d'aller chercher la surperformance du portefeuille ISR par rapport à un indice lambda, par exemple CAC 40. Voilà. Donc, il faut quand même faire des choses un peu subtiles pour essayer d'avoir du revenu. Et puis, le 4e pilier, c'est le solidaire. C'est le solidaire. Donc, nous, on est assez engagés là-dessus, et on pense que ça a vraiment beaucoup de sens, et qu'on veut sortir ce solidaire du produit qui est un peu obligatoire, mais où personne ne s'intéresse vraiment, pour vraiment proposer des choses qui sont intelligentes. Alors, on le propose avec plusieurs acteurs. Il faut faire attention parce qu'on est quand même sur des fonds qui doivent être liquides, donc on est régulé par l'AMF, donc il faut faire quand même très attention. Et moi, je dois tous les matins pouvoir donner tout le cash si les porteurs de parts le souhaitent. Donc c'est un petit peu la contrainte de l'épargne salariale. On n'est pas dans le private equity, on n'est pas dans la dette privée, donc on est quand même dans des produits liquides. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Magnier. On va continuer à parler rentabilité maintenant avec vous, Lydie Crépé. Le rendement financier, il doit être privilégié, ou est-ce que c'est l'optimisation de l'impact social qui doit être recherché? Sujet du bac. Sujet du bac, grande question. Déjà, je dirais que c'est à chacun de se positionner. Chacun met ses convictions et ses priorités à la bonne place. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a pas d'opposition à faire entre faire du rendement et faire de l'impact. Et pourquoi je dis ça? 2 raisons. Déjà, un peu comme le soulignait Benoît, aujourd'hui, vous savez tous, on est dans un monde de taux bas. Donc, finalement, cette notion de taux et de rendement, elle est beaucoup plus théorique qu'avant, et le delta est beaucoup moins important. Et puis, deuxième chose, plus conjoncturelle et assez marquante aussi, vous avez sûrement remarqué, là, en début d'année, avec la crise sur les marchés financiers, à l'apparition de cette fameuse crise sanitaire du Covid, beaucoup de fluctuations. Les fonds responsables, les fonds solidaires ont montré qu'ils étaient beaucoup plus résilients que les autres actifs dans des périodes comme ça de crise. Et donc finalement, avoir quelque chose où on sent qu'on est sécurisé parce qu'on passe les orages, c'est aussi une forme de rendement qui est important à garder. Donc pour moi, pas d'opposition rendement, impact, pas d'opposition à faire complètement. Si je prends un exemple
très concret. Alors, je ne vais pas prendre la foncière EHD, puisque celle-ci, elle ne revalorise pas, c'est une coopérative, mais la foncière Habitat Humanisme, qui revalorise tous les ans à peu près de 0,50%. Donc, certes, relativement peu, mais finalement, dans un univers de taux bas, c'est pas si mal. Sa valorisation au 1er janvier ou sa valorisation aujourd'hui, elle n'a pas changé. Donc, elle a passé cette période fluctuante et très fluctuante sans bouger. Donc c'est important aussi ce côté-là de sécurité. Même question pour vous, Benoît Magnier. Oui, c'est vrai que cette notion des taux bas est quand même assez importante, et fait qu'effectivement ça permet de plus mettre en soit le rendement, soit l'impact. Ça c'est vraiment très très important. Et donc nous c'est pour ça qu'on a continué à réfléchir sur ce sujet du solidaire. On pense que ça a encore plus de sens dans notre sujet de l'épargne salariale, puisque je rappelle, je crois que ça fait la 3e fois que je dis, mais 70% quasiment des encours sont sur des produits monétaires, donc très sécurisés. Les salariés cherchent des produits très très sécurisés. Donc aujourd'hui, vous savez qu'un produit monétaire de grand réseau, l'éolien étant à moins 0,46, moins les frais de gestion, on tourne tout de suite à moins 1, moins 1,5. Donc là où le salarié est vraiment sûr de quelque chose avec du monétaire, c'est qu'il va perdre de l'argent tous les ans, quoi. Tous les ans, il perd de l'argent, ça c'est sûr. Donc nous, ce qu'on s'est dit, et c'est là-dessus qu'on veut développer vraiment notre offre, c'est qu'on s'est dit, ok, on a un fonds solidaire qui est un des trois fonds, on communique là-dessus et on y croit vraiment, mais ce qu'on voudrait, c'est intégrer le solidaire dans tous nos 3 compartiments et de faire que l'intégralité, 100% de notre offre d'épargne salariale soit solidaire, en inventant tout simplement le concept de rendement citoyen en fait. Donc parce qu'on n'a plus de rendement sur cette catégorie d'investisseurs, au lieu d'aller placer et de perdre de l'argent, plaçons en essayant d'avoir un rendement solidaire et d'avoir un rendement citoyen pour aider des entreprises à créer des emplois, aider des entrepreneurs à créer des entreprises, aider des familles à se loger tout simplement, donc d'avoir vraiment un vrai impact sur la société. Donc ça c'est vraiment le trade-off comme on dit en finance, c'est de se dire ok, mon argent ne rapporte plus, autant qu'elle rapporte à quelque chose et qu'elle rapporte à la société. Donc ça c'est vraiment important, et nous on va vraiment mettre notre communication là-dessus, parce que ça, on le voit dans l'épargne salariale, les salariés s'intéressent quand même très peu, voire très peu à leur placement. C'est très dur de les intéresser. Par contre, quand on leur dit tiens, votre argent il a servi à acheter un immeuble qui a permis de loger X famille, là tout de suite ça fait titre. Ou tiens, un entrepreneur qui a créé du coup une boîte, et puis on va voir l'entrepreneur, on va filmer sa société, ça intéresse vraiment, et les gens se disent tiens, mon argent, ok, il rapporte pas grand chose, ou il rapporte rien, mais au moins je sais qu'il va être utile à la société. Voilà. Donc, vous nous parlez rendement citoyen. Si on prolonge cette question, est-ce qu'il peut y avoir d'impact social durable sans rentabilité? Vous nous dites, peu au fond. Et est-ce que c'est un sujet générationnel? Oui, après, les investisseurs, il y a toutes les catégories. Vous le savez bien, vous avez des gens qui cherchent du rendement et qui ne sont pas du tout intéressés à ces sujets ISR. Il y en a quand même beaucoup. Il y a encore même des gens qui sont sceptiques et puis qui n'ont pas envie, ou qui se disent moi, si je veux aider les autres, je fais des dons à des associations, ça me regarde. Il y en a encore beaucoup de gens comme ça. Et puis, on voit que petit à petit, ça commence quand même à se diffuser dans la société, quoi. Notamment avec la nouvelle génération. Ouais, nouvelle génération, voilà, on va dire l'ancienne génération, je fais un peu partie de cette génération-là, mais il y a beaucoup de sceptiques et de gens qui n'ont pas envie. La nouvelle génération, on le voit dans les entreprises, on ne peut pas parler de placement sans parler de tout un tas de choses. Et les gens ne veulent plus, les jeunes ne veulent plus faire que, leur argent soit investi dans le Rana Plaza qui va s'écrouler pour faire des fringues à pas cher. Ça, ils veulent plus. Ils veulent plus, pour leur retraite, investir dans des pipelines qui vont transporter des schistes bitumineux. Ça, ils veulent plus. Vous savez qu'aux États-Unis, ça commence vraiment à se faire. Il y a des fonds de pension qui commencent à être poursuivis en justice par justement des jeunes, des cotisants, qui leur disent mais là, pour ma retraite dans 30 ans ou dans 40 ans, vous investissez sur des boîtes pétrolières dans 40 ans? Mais vous êtes malade, hein? Donc, il commence à avoir vraiment il y a des procès, et les gens se disent, mais les jeunes se disent, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on peut plus vendre quelque chose
à des populations de jeunes, notamment, nous on a pas mal de clients dans la tech, dans le conseil, des choses comme ça, des boîtes assez jeunes. Ben ça, si vous leur parlez pas de développement durable, de faire là où leur argent est fléché, là c'est une grosse erreur parce que tout de suite ils viennent dessus, ils disent mais à quoi sert mon argent? Est-ce qu'on est sûr qu'il va pas là? Donc là, ils arrivent bien à... Bon, ils veulent quand même un peu de rendement, mais ce qu'ils veulent pas surtout, c'est que leur argent aille sur des trucs qui sont pas clean, quoi. Et ça, ben, il y en a beaucoup, donc il faut faire très attention. Et s'il y a bien un truc qui est, à mon avis, qui est vraiment important, c'est que le solidaire, là, vous pouvez demander à Lydie, je pense qu'ils arrivent bien à flécher là où va l'argent, et voilà, ça part pas en Chine, faire des projets où on sait pas ce que ça devient. On arrive bien à voir les familles qui sont logées, c'est assez facile, quoi. Et ça parle, quoi. Alors justement, Lydie Crépé, on parlera à mesure d'impact dans quelques instants, mais sur cette même question, est-ce qu'il peut y avoir de l'impact social durable sans rentabilité? Quel est votre point de vue là-dessus? Oui, j'en prendrai un peu ce qu'on s'est dit. Impact, en fait, déjà, il faut tout regarder, quoi. Impact, risque, rendement. Mais nous, clairement, on maximise l'impact. On est dans le domaine du solidaire. Nous, ce qui est important, c'est que l'argent qu'on collecte, il serve à faire avancer nos missions, il serve à ce qu'on ait de plus en plus de logements pour que de plus en plus de personnes soient mises à l'abri, des EHPAD dans lesquels les gens se sentent bien et sont plus isolés. Donc, on est dans le maximum de l'impact. Mais à côté de ça, en termes de rendement, alors par exemple, foncière EHD, on ne revalorise pas, donc voilà, on est dans le maximum de l'impact. Mais à côté de ça, l'État est aussi là, c'est un peu une forme de ménage à trois. Il y a vous qui choisissez d'investir dans ce type d'investissement parce que ça vous parle, le fait de faire avancer ça. Il y a Habitat Humanisme qui va faire sa mission avec ce que vous lui apporterez et aider des gens à s'en sortir mieux. Et puis il y a l'État qui va dire « Moi j'ai besoin d'acteurs comme Habitat Humanisme parce qu'ils arrivent à faire avancer des choses que eux ne feraient pas forcément de la même façon et qui apportent un avantage fiscal, notamment pour les foncières EHD. On a une réduction d'impôt de 25% quand on investit dans une foncière comme celle-là, solidaire. Et finalement, on réussit à réconcilier tout ça, quoi, l'impact et une forme de rendement, notamment par cet avantage fiscal. Alors, parlons justement de l'intérêt de la plus-value au fond de l'investissement impact. Si la rentabilité donc peut être inférieure a priori, une fois que l'impact social positif a été pris en compte, la valeur créée peut être souvent bien supérieure. Est-ce que vous confirmez cela? Ah oui, complètement. Je le confirme complètement et c'est toute la plus-value de l'investissement à impact. Et peut-être on va donner 2 chiffres pour bien le mesurer, ça. Prenons une hypothèse. Vous investissez 35 000 euros dans une foncière d'Habitat Humanisme. Avec 35 000 euros, on peut faire un logement de 44 mètres carrés qui permet de loger une famille de 3 personnes pendant 3 ans. Je dis 3 ans parce que c'est la durée moyenne à laquelle on garde les personnes, c'est une moyenne, pour qu'elles puissent repartir. Alors vous me direz, 35 000 euros pour un logement de 44 mètres carrés, comment vous calculez? Mais non, 35 000 euros, c'est ce que vous apportez, c'est les fonds propres, mais avec cette somme-là, nous, on va pouvoir aller chercher des subventions, on va pouvoir aller chercher des prêts bancaires spécifiques, puisqu'on est dans le très social, des prêts très longs à des taux très, très bas. Et c'est cet effet de levier que vous créez, vous, par votre investissement, qui nous permettra qu'en fait, c'est plutôt 120 000 euros que vous apportez comme ça. Mais avec ces 2 effets-là, qui nous permettra de mettre en place ce logement. Donc, c'est vraiment, effectivement, un plus-plus que vous créez dans ce type d'investissement. Benoît Magnier, vous aussi, vous confirmez, valeur inférieure, rentabilité inférieure et valeur créée bien souvent supérieure? Je confirme. Merci beaucoup, Benoît Magnier. Pas d'autres éclaircissements là-dessus? Non, mais bien. Je crois que Lydie a bien résumé les choses. Au fond, si j'essaie, dans cette dernière ligne droite de notre discussion, de bien éclaircir et décrypter les choses, quel distinguo vous faites entre investissement à impact et investissement solidaire? Lydie Crépé. Alors, peut-être pour le préciser, je vais, et vous m'en excuserez, faire appel à des anglicismes. L'investissement à impact, c'est ce qu'on appelle le with impact. Il y a du rendement, c'est un investissement, et il y a aussi de l'impact. La finance solidaire, l'investissement solidaire, c'est de l'investissement for impact, ou ce qu'on appelle aussi impact first. C'est-à-dire que la priorité, c'est toute l'utilité sociale qu'on va dégager de l'investissement que vous ferez. Et du coup, c'est une finance plus exigeante, avec des notions de rendement qui sont souvent
plus faible, mais après, il faut regarder du cas par cas. C'est une finance surtout plus exigeante, avec surtout 4 objectifs: la lutte contre l'exclusion, le fait de pouvoir faire avancer tout ce qui est local, circuit court, l'écologie, le développement durable, la solidarité internationale. Donc voilà, c'est la possibilité de faire avancer ces causes-là de façon prioritaire. Et vous, quel distinguo vous faites, Benoît Magnier ? Ouais, là aussi, je trouve que Lydie parle très bien. Hein. C'est exactement ça. Donc l'impact, ça ne veut pas dire grand-chose, effectivement, parce que ça veut dire qu'on mesure quelque chose et qu'on arrive à mesurer l'impact de notre investissement. Donc on peut très bien aller chercher des grosses performances avec de l'impact aussi qui est là. L'un n'exclut pas l'autre. Donc il y a quand même cette notion de performance qui est prégnante et qui est là, qui n'est pas du tout là sur la partie solidaire. Mais là aussi, sur la partie solidaire, ça n'exclut pas de faire du rendement. Hein. On peut avoir par exemple du partage ou des choses comme ça, de faire du rendement et d'avoir derrière un partage des fees ou de partager une partie des bénéfices avec une association, mais c'est pas effectivement le but premier. L'impact, c'est vraiment de pouvoir mesurer ce qu'on fait au niveau du développement durable, que ça soit sur des critères, sur de l'impact en termes de carbone ou des choses comme ça. Donc les fonds d'impact, il y en a aujourd'hui beaucoup, mais de l'impact qui se mesure en termes concrets, qu'on arrive à bien comprendre, je pense qu'effectivement le solidaire, ça permet de vraiment encore mieux matérialiser ça, quoi. Vous m'avez fait ma transition sur les mesures d'impact, justement. Comment on peut mesurer cet impact social positif, Lydie Crépé, avec quels outils ? Alors avec des outils de mesure d'impact, justement. Donc ça, c'est quelque chose dont on s'est attelé chez Habitat Humanis depuis déjà 4 ou 5 ans. On a sorti tout récemment notre troisième rapport de mesure d'impact. J'en ai mis quelques-uns et vous pouvez venir nous voir pour qu'on en discute avec vous. L'idée de cette mesure d'impact, c'est justement de vous apporter les éléments pour concrétiser quel est l'impact que vous apportez. Et on les apporte à différents niveaux, ces éléments-là. C'est déjà des éléments quantitatifs. Par exemple, si je vous donne deux chiffres, les personnes qu'on accueille dans nos résidences, 78% de ces personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ben voilà, ces gens-là, qui sont à 80% en dessous du seuil de pauvreté, ils ne pourraient pas être accueillis dans d'autres types de logements. Le logement social accueille à peine le tiers de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est montrer aussi qu'on remplit une case là où autrement il y aurait un vide dans la société. On a 70% des gens qui arrivent chez nous qui sont en dessous qui sont privés, qui étaient avant privés de logement personnel. Voilà, c'est ces éléments-là, chiffrés, précis, ça c'est la partie quantitative, qu'on fait ressortir dans la mesure d'impact. Après, on a le beaucoup plus complexe, le qualitatif, c'est-à-dire que c'est pas uniquement sortir des chiffres d'activité sur qu'est-ce que vous faites et que les autres ne font pas et qui permettent vraiment de faire avancer des enjeux de société. C'est aussi comment vous le faites et qu'est-ce qui vous dit que les personnes, elles sont vraiment mieux après. Donc là, il faut mesurer qualitativement qu'est-ce qui dit qu'après qu'une personne ait passé 3 ans dans une pension de famille chez Habitat Humanisme, elle est mieux, elle est prête à repartir, elle va aller faire ses papiers toute seule, elle va aller chercher un emploi. Bon, tout ça, on cherche aussi à le mesurer. On est au milieu du gué là-dessus, on n'a pas été jusqu'au bout, mais on a, et je vous invite à le regarder dans notre dernier rapport d'impact, fait une étude sur les pensions de famille, justement, été interroger les personnes, été prendre des statistiques par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est la partie qualitative. Et puis la dernière partie d'une mesure d'impact, c'est aussi le contextualiser, c'est-à-dire mettre ça dans le contexte où sont les gens autour et comment est-ce qu'on réussit à vraiment faire plus que ce qu'ils feraient autrement. Donc voilà, on est dans cette démarche-là, en plein dedans, et c'est ce qu'on vous doit, à vous qui vous intéressez à ça, pour montrer comment la finance solidaire peut faire avancer des causes de société. Et vous, Benoît Magnier, vu de votre fenêtre, quels outils, quels indicateurs ? Alors c'est peut-être un peu plus large que sur la partie solidaire, parce que dans la gestion impact globale, sur la partie sociale, puisque c'était la question, y a tous les indicateurs en fait qui sont liés au S de ESG qu'on peut prendre sur ces sujets-là pour mesurer vraiment l'impact des choses. Et notamment aussi dans l'épargne salariale, il y a eu beaucoup de choses. Notamment, par exemple, pour vous donner un exemple, sur la création d'emplois, par exemple. Donc, il y a des fonds qui arrivent à mesurer la création d'emplois qui a été faite en choisissant telle valeur plutôt que telle autre.
Il y avait d'ailleurs EDF qui avait créé un gros fonds comme ça dans son épargne salariale, qui était un peu dans la mouvance d'un autre fonds qui avait été créé à l'époque de la Caisse des dépôts qui s'appelait Insertion Emploi, qui a levé des sommes qui étaient très importantes et qui étaient solidaires justement, où le critère, c'était la création d'emplois. Le fonds a très très bien marché, ils ont investi plutôt sur des toutes petites entreprises, en plus le marché des petites entreprises a été plutôt très très porteur ces dernières années. Donc on arrive à trouver des critères comme ça, et il y en a beaucoup, qui nous permettent de mesurer l'impact. Donc ça, c'est assez facile, sur des critères très bien identifiés comme ça, la création d'emplois, on arrive bien, et l'information est assez facile à avoir sur ces sujets-là. Concrètement, puisqu'on est très concret, des questions commencent à arriver sur notre page via patrimonien.fr. On vous donnera la parole également dans le public au micro. Concrètement, c'est quoi l'impact? Soyons très concrets. En tant que CGP, qu'est-ce que je dis à mon client? Lydie Crépé? Dites-lui de venir voir ce qu'on fait. Non, plus sérieusement... ici, on est à Lyon. À Perrache, il y a une résidence qui s'appelle la résidence Emmanuel Mounier, dans laquelle on accueille à la fois des personnes âgées, seniors, qui sont sortis d'hôpital et qui ne pourraient pas rentrer seules chez elles, et des jeunes étudiants qui sont en plein cœur de Lyon, qui ont comme ça un niveau de loyer bien inférieur à des loyers de marché, et qui s'engagent, parce que c'est aussi ce qu'on recherche, des personnes engagées, qui s'engagent pour venir habiter dans cette résidence, à donner des heures de bénévolat à ces personnes qui sont là, à côté d'elles, et qui ont besoin d'elles. Ils y trouvent une forme d'utilité. Nous, on y trouve le fait de faire fonctionner ensemble ces deux populations et qu'il y ait une plus-value importante. Alors bien sûr, tout ça s'anime, tout ça s'organise, mais c'est la vraie plus-value concrète qu'on peut montrer à un client qui voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on fait des résidences intergénérationnelles, pourquoi est-ce qu'on va investir dans une foncière comme Habitat Humanisme. Et peut-être juste pour finir, hier on avait notre assemblée générale et notre fondateur a fini en nous citant cet exemple que je trouve très beau. Il était à l'inauguration d'une de nos résidences à Nice, qui est bigénérationnelle aussi, pareil, des personnes âgées et des jeunes. Et l'élu qui était là pour faire le discours, après va interroger une dame, une résidente, 94 ans. Et l'élu lui demande mais pourquoi vous avez accepté de venir ici? Il y a du bruit, il y a des jeunes, il y a du monde, ça bouscule. Et la dame lui a répondu mais ici c'est la vie, ici je vis. Et c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut montrer, quoi. Benoît Magnier, comment on arrive à faire vaincre un petit peu ce scepticisme qu'il y a chez certains de ces clients? Alors oui, le scepticisme, il existe, ça faut pas se leurrer. Nous, dans la partie épargne salariale, je pense que aujourd'hui, on ne peut plus ne pas en parler. Voilà. Donc c'est très difficile de vendre un produit quand vous avez une entreprise structurée de plusieurs personnes, dizaines de personnes, voire centaines de personnes, sans en parler et ne parler que de la performance, que d'aller chercher des fonds qui ont pour but de faire la meilleure performance, tout simplement parce que les gens savent déjà que les fonds ça monte, ça baisse, et qu'en plus, comme on l'a vu lors de cet échange, ils sont de plus en plus intéressés à ça. Donc voilà, c'est difficile de ne pas leur en parler aujourd'hui. Voilà. On terminera notre discussion avec un très bel exemple d'un projet d'épargne à impact social entre un actionnaire de GoÉpargne et Habitat Humanisme. Ça, c'est un petit teaser pour la fin. Mais avant, on va ouvrir notre fenêtre d'échange avec vous dans la salle, cher public. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Le micro est à votre disposition. Vous pouvez vous lever. Et le temps que vous affûtiez vos questions, mais je vais prendre cette question d'internaute. C'est Alain Bayon qui nous écrit, qui nous dit « Je mets 35 000 € chez Habitat Humanisme ». Question pour vous, Lydie Crépé. Pour financer via les subventions et leviers un logement, je peux espérer récupérer combien et quand? Alors, donc je mets 35 000 €. Bien dans le micro. Ah oui, pardon. Alors, je peux espérer récupérer combien et quand? Je vais peut-être répondre au quand déjà. Donc, quand on investit dans l'investissement solidaire auprès d'une association comme la nôtre, on investit dans la durée. Donc, on est plutôt sur du long terme. Après, si on veut être complètement précis et transparent, j'investis souvent parce qu'en même temps, je fais une réduction d'impôt. La réduction d'impôt m'engage à rester 5 ans l'année suivante de l'augmentation de capital. Donc, je récupère à partir de la 6e année. Combien? Je récupère mes 35 000 € qui auraient été augmentés
ou pas, selon si on est sur la foncière EHD, on restera sur la même valorisation. La foncière habitat humanisme sera un petit peu revalorisée. Et donc, je récupère ma mise de départ. J'aurais donc fait ma réduction d'impôt, c'est quand même 25% en plus qu'on peut rajouter. Et pour aller jusqu'au bout, quand je récupère ma mise, quand je récupère mes fonds, c'est de l'immobilier. On doit payer 5% de droits de mutation, c'est de la fiscalité immobilière. Voilà, donc là vous avez le total de comment ça se passe quand j'investis dans une foncière d'habitat humanisme. Voilà, réponse pour Alain Bayon. Autre question dans la salle maintenant ? Oui, monsieur, parlez bien près du micro. On vous écoute. Présentez-vous. Oui. Donc, Christian Kemartin-Marcel, je suis à la fois CGP et enseignant aussi en mathématiques financières, notamment. On a beaucoup défini la notion d'investissement à impact. On a un peu moins défini la notion de rentabilité. Rentabilité, on a commencé à le dire un tout petit peu à la fin, c'était très intéressant d'ailleurs, c'est rentabilité, comment on le mesure, et rentabilité pour qui ? Pour l'investisseur, pour celui qui a été aidé, pour la société dans son ensemble, parce que quand on remet quelqu'un dans le circuit qui va recommencer à travailler, qui va recommencer à payer des charges sociales, à payer des impôts, à consommer, à payer de la TVA, etc., donc c'est rentable pour la société. D'accord ? Pour lui aussi. Est-ce que c'est rentable pour celui qui investit ? Autrement dit, qu'est-ce qui est important dans la rentabilité ? De quelle rentabilité parle-t-on ? Voilà, c'est en fait ça le sens de ma question. Merci, monsieur, pour cette question. Alors, de quelle rentabilité parle-t-on ? Vous l'avez bien vu, il y en a plusieurs et je pense que chacun voit la rentabilité qu'il a envie de prendre aussi. Il y en a qui sont intéressés que par la rentabilité sociale, d'autres que par la rentabilité financière. Donc la rentabilité sociale, la matérialité, l'impact, ça on arrive à bien le mesurer comme on a vu et donc c'est assez facile. Si votre question est un peu plus sur la rentabilité financière des choses, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dessus. Est-ce que c'est rentable, c'est pas rentable d'investir avec des critères qui sont autres que ceux que financiers. Les résultats, puisque nous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a acheté de la prime de risque ISR, donc c'est que c'est plutôt positif. En fait, historiquement, les valeurs les mieux notées se comportent plutôt mieux. Historiquement, c'est comme ça. Il y a eu beaucoup d'études académiques là-dessus. Il y a des biais de style aussi qui sont très importants, notamment parce que, par exemple, le développement durable est plutôt en train d'exclure les banques, parce qu'une banque, ça finance plein de trucs et on ne sait pas toujours ce que ça finance. Donc les banques sont plutôt toujours mal notées. Les banques, c'est pas en ce moment ce qui marche le mieux en bourse. Je pense que vous l'avez bien vu. Donc voilà, il y a des biais de style, mais sur une longue période, on arrive à montrer que ça crée plutôt de la valeur. Voilà. Après, je pense qu'effectivement, c'est une combinaison de tout ça. Vraiment, les portefeuilles uniquement financiers, il y en a qui ont été créés par exemple des fonds long short, ISR qui ont été faits, vraiment pour aller capter cette valeur-là. Je pense qu'il faut la mixer avec les autres, quoi. Et qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui se sont un petit peu plantés parce que c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment mêler justement cette rentabilité financière, cette rentabilité sociale, ce qu'on a envie de faire, et pas uniquement aller chercher que la rentabilité financière. Je ne sais pas si ça vous va comme réponse. Très rapidement, monsieur, car il nous reste une poignée de minutes avant de conclure. Oui, c'était pas tout à fait le sens de ma question. Bon. C'était plus vis-à-vis d'habitat humanisme. En fait, on peut très bien imaginer que d'investir dans la foncière, ça ne rapporte rien du tout. C'est-à-dire que quand on sort... Parlez dans le micro, monsieur. Quand on sort, on a exactement le même prix, la même valeur qu'on avait en entrant. Donc, il n'y a pas eu de rentabilité pour l'investisseur. Par contre, je parlais de la rentabilité globale. Pour l'ensemble, pour tout le monde en fait, pour celui qui a été aidé, et ensuite pour la nation, je dirais, parce que quelqu'un qui recommence à rentrer dans le circuit économique, encore une fois, à toucher un salaire, payer des charges sociales, à consommer, donc à faire travailler les entreprises qui produisent, et donc à créer d'autres emplois, globalement, il y a une rentabilité globale, c'est ce que je voulais dire, d'accord ? C'est celle-là que je cherche à mesurer, que vous commencez d'ailleurs, et que je trouve la plus intéressante. Les gens qui investissent là-dedans, moi j'en connais, c'est un cabinet qui date de 78, donc j'en ai vu, il y a pas mal qui sont déjà dans l'habitat humanisme depuis très longtemps. Ils ne sont pas intéressés par la rentabilité financière. Ce qu'ils mettent dans la foncière habitat humanisme, ils savent que c'est pour faire ça, ils l'oublient. Ils l'oublient. Ce qui les intéresse vraiment, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, c'est-à-dire quel sera le résultat final
pour tous ceux qui sont dans cette, qui sont aidés par cette foncière. Voilà. Mais c'est tout, effectivement, si vous me laissez juste 2 minutes, toute la complexité de ce qu'on a tout à l'heure commencé à évoquer, de la mesure d'impact. Et vers quoi on doit aller, notamment, c'est un peu ce que vous évoquez, c'est de mesurer donc toute la plus-value pour l'État, notamment les coûts évités. C'est aussi ce qu'on cherche à mesurer. Qu'est-ce que l'État ne dépense pas parce que des associations comme les nôtres vont aller faire ce travail-là et peut-être de façon plus efficace et moins onéreuse. Donc voilà, c'est toute la complexité de la mesure d'impact, d'arriver à répondre à votre question. Ouais. C'est vraiment le bon côté de la rentabilité. Le côté vertueux de la rentabilité. On termine juste par ce projet passerelle entre vous deux, comme ça on bouclera la boucle, ce projet d'épargne à impact social, entre un actionnaire, je crois, de Go Épargne et Habitat Humanisme. Quelques mots là-dessus avant de conclure. Oui, très, très rapidement, parce qu'on ne savait pas avant d'organiser cette table ronde qu'on avait un point commun justement sur l'investissement, puisqu'un des actionnaires de Go est une société qui s'appelle Cedrus Partners, qui conseille plutôt des investisseurs, on va dire, institutionnels, et qui a monté avec Habitat et Humanisme un fonds qui permet en fait pour les investisseurs institutionnels d'investir sur de l'immobilier, on va dire classique, et où il y a 10% du fonds qui va être prêté à 2 associations, Habitat Humanisme et le SAMU social. 20%. Okay. 10% pour chaque association. 10% pour chacune. Voilà. Et donc avoir un rendement un peu moins important, mais un rendement qui est quand même correct pour les investisseurs institutionnels, puisqu'il y a eu un gros succès pour l'instant sur la première tranche, il y a déjà 100 millions qui ont été levés. Et donc là, d'avoir un apport pour les associations de biens matériels et non pas d'argent, quoi. Et je trouve que ce projet, pour continuer peut-être les questions que vous avez et que vous vous exprimez ou non sur mais le rendement, parce qu'au départ je crois que c'était ça, c'est votre question, le rendement financier vraiment, qu'est-ce que c'est? Je trouve que ce fonds, c'est un bon exemple à donner parce que c'est un fonds d'immobilier, immobilier impact investing. Il a le rendement de l'immobilier en termes de rendement, moins cette poche solidaire qui est de 20%, où là ils acceptent de ne pas avoir de rendement, c'est du vrai solidaire, ils nous apportent des logements sur lesquels ils ne nous demandent pas de loyer. Et alors, je vais donner des rendements très approximatifs, mais ça répond aussi à ces questions-là. Un rendement d'immobilier qui serait autour de 4,5, et ben là, on enlève peut-être 1% parce qu'il y a cette partie solidaire. On a quand même un produit qui rapporte pour les institutionnels, encore une fois, parce que c'est un produit ouvert aux institutionnels, 3,5%. Et qui est un vrai fonds qui fait du solidaire et qui fait avancer des choses. Donc ça, c'est un bel exemple de on peut tout à fait allier sens et rentabilité. C'est le mot de la fin. La discussion se prolonge sur vos stands respectifs, Habitat Humanisme et Go Épargne Entreprise. Vos applaudissements pour Lydie Crépé et Benoît Magnier. Merci pour votre attention et vos questions. Merci aux internautes de nous avoir suivis et excellente suite de Salon Patrimonial à toutes et à tous.